Et nous étions sortis sur le terrain à plusieurs reprises et on avait été réprimés jusqu'à ce jour fatidique du 22 février, auquel nous avions bien entendu participer, contrairement à beaucoup de détracteurs qui voulaient parler au nom du Hirak, mais qui étaient contre le Hirak en ce temps-là. Laissons-le ça pour l'histoire. Mais à l'issue du Hirak, là, les choses sont devenues beaucoup plus difficiles. Parce que une année de Hirak, vous imaginez bien que le pays commençait à en souffrir. Que l'armée avait pris en charge la gestion du pouvoir durant l'année 2019 et il fallait en sortir d'une manière ou d'une autre parce que c'était extrêmement risqué de rester comme ça, sans avoir aucun pouvoir, au moins légal. Je ne vais pas dire de grande légitimité populaire, mais au moins légal. Et une fois le président Tebboune qui avait été élu, il a immédiatement annoncé qu'il tendait la main à l'ensemble des participants au Hirak, qu'il allait recevoir toute délégation que le Hirak lui-même désignerait et qu'il entendait engager un dialogue pour faire les réformes constitutionnelles qu'il fallait. Et donc, c'est là où il y a eu le choix à faire. Une partie s'est totalement radicalisée, estimant que c'était le bon moment pour faire effondrer tout le système. Et je ne le dis pas simplement par déduction, mais parce que j'entretenais des relations avec l'ensemble de la classe politique, et particulièrement celle qui était dans l'opposition, et je voyais bien le discours et les propositions qui se faisaient même en dehors des médias. Et j'avais estimé que c'était extrêmement dangereux, qu'il y avait cette possibilité d'entraîner une dislocation du pays parce qu'il n'y avait pas de classe politique unifiée, il n'y avait pas de programme sur lequel nous nous étions entendus, et malgré tous les efforts qu'on pouvait avoir faits. Je rappelle le 26 février 2019, donc 4 jours après le début du Hirak, j'avais organisé au siège de Jil Jadid une grande conférence qui n'a pas été rendue publique directement, et il y avait pratiquement l'ensemble des personnalités actives connues sur la scène publique algérienne. Et on avait proposé à ce moment-là de faire un communiqué commun et de donner une voix au Hirak pour qu'il n'y ait pas justement de dérapage. Malheureusement, plusieurs se sont carrément opposés et bon, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais je pense que c'était une erreur qu'on avait commise parce que si on avait à ce moment-là géré le Hirak, si on lui avait donné une voix à l'intérieur du pays, mais une voix raisonnable, on aurait pu négocier, dialoguer avec l'état-major en juillet, et même un peu avant juillet, puisque la première commission du dialogue qui avait été présidée par Karim Younes, lui-même qui était dans l'opposition et qui était formé par plusieurs personnalités du Hirak. Karim Younes était dans l'opposition? Karim Younes avait passé depuis 2004 au moins dans l'opposition par rapport à Bouteflika, tout le monde le sait. Oui, il avait été président de l'Assemblée nationale, mais comme il avait... C'est une personnalité du FLN quand même, monsieur Gilali. Absolument, mais il n'était plus au FLN, il avait soutenu Benflis et il était même, je pense, un peu à Tala al-Hurriyat puisqu'il avait soutenu Benflis en 2014 dans sa tentative des présidentielles. En tout cas, il n'était pas au pouvoir, c'était une personnalité reconnue quand même, sage, qui vient d'une région elle-même très militante. Et il y avait d'autres noms, peut-être qu'il n'est pas très utile de les citer, dans cette commission. Malheureusement, le Hirak a immédiatement fait pression. Quand je dis le Hirak, certains éléments jusqu'au boutiste, et ces personnalités ont refusé d'assumer ce dialogue-là. Donc, le premier dialogue a avorté. Il y a eu la réunion de Ain Benyan qui avait été présidée par Abdelaziz Rahabi, qui lui, incontestablement, on ne peut pas dire qu'il n'est pas dans l'opposition depuis au moins l'année 2000. Et malheureusement, bon, il y avait de telles tensions. Et ça se comprend parce que maintenant, les Algériens ont tellement été échaudés
à chaque fois qu'ils ont l'impression qu'il fallait en finir. Et en finir, c'était sans réfléchir sur les conséquences possiblement négatives sur la suite. Oui, mais justement, Monsieur Sofiane Djellali part dans l'IS parce que c'est lié à ce que Monsieur Sofiane Djellali vient de déclarer. Vous avez évoqué la commission de dialogue présidée par Karim Younes. Justement, elle a fait des recommandations. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a constaté peu après? C'est la déclaration de Gaïd Salah pour dire qu'il y aura une élection présidentielle sans conditions. Il n'y a pas de conditions à réunir. Donc, la date a été ensuite fixée. Je voudrais vous entendre là-dessus et vous entendre aussi, parce que vous évoquez la radicalisation du Hirak. Est-ce que vous trouvez, par exemple, que le PAD, le Pacte pour l'alternative démocratique, et d'ailleurs, je me suis toujours posé la question, pourquoi vous n'avez pas été dans cette démarche-là? Est-ce que vous la trouvez radicale aussi? L'ensemble des partis politiques, par exemple, on peut penser à Maître Zoubida Assoul, y était jusqu'au bout. Pourquoi vous n'avez pas participé à une telle initiative? Parce que lorsque je regarde votre programme, le programme de Gilles El Jadid, je me dis il doit y avoir donc des possibilités de faire du travail avec le RCD, avec le FFS, avec l'UCP de Maître Assoul, etc. Très bien. Bon, par rapport au dialogue, le problème était que globalement, l'idée générale au sein du Hirak était d'avoir refusé la commission de Karim Younes. D'ailleurs, il n'avait été reçu que par très peu de partis politiques. Et il y a eu une difficulté à l'évidence. Le pouvoir n'arrivait pas à embrayer avec des représentants suffisamment crédibles à l'intérieur du Hirak. Donc, il ne restait plus que la solution de l'élection et un passage en force. D'ailleurs, à ce moment-là, nous avions dit que cette élection n'allait pas résoudre le problème et que nous n'avons pas appelé ni à boycotter ni à voter, qu'on n'était pas concernés. Mais une fois l'élection s'était déroulée, il était évident qu'il n'y avait plus le choix, soit de rester dans une opposition frontale, mais à ce moment-là, il fallait aller jusqu'au bout, et ce qui n'était absolument pas envisageable, soit accepter de dialoguer sur un nouveau rapport, parce qu'on venait de rater un tournant. Je reste très convaincu que si la réunion de Ain Benyan ou si le dialogue avec Karim Younes avait fonctionné, je pense que le pouvoir était dans une situation où il avait besoin qu'il y ait un dialogue et il aurait fait les concessions. Pas toutes les concessions, mais suffisamment pour enclencher une dynamique de changement. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Maintenant, pour le PAD, avant la proclamation de la création du PAD, il y a eu plusieurs rencontres entre quelques partis. En particulier, j'avais reçu la délégation du FFS et on avait participé à une réunion préparatoire du PAD. Mais pour nous, il ne fallait pas simplement proclamer une alliance sans avoir aucun contenu. On avait demandé, posé comme préalable, qu'on s'entende au moins sur des objectifs pour pouvoir les défendre. Parce qu'il n'était pas question pour nous de se mettre dans une alliance, mais sans avoir aucun projet précis à proposer à l'opinion. Le PAD, on avait un, M. Sofiane Djellali. Pas au début. Pas au début. Vers juin 2019, oui, il en avait un peu plus tard. Mais en plus, le PAD s'était mis sur la position de la transition. Simplement, pas d'élection, transition, pas de dialogue. Et ça a créé quand même beaucoup de crispation. Donc là, le problème central était la constituante, parce que la transition signifiait l'ouverture d'une constituante durant la période transitoire. Or, là, on a eu beaucoup de débats avec plusieurs éléments. Pour plusieurs de ces responsables politiques, ils estimaient que la constituante ne pouvait pas se faire par élection. Donc, il fallait désigner un groupe
qui serait chargé de préparer la Constitution, mais il serait désigné par qui? Par ceux qui gèrent la transition, mais sans avoir aucun mandat populaire. Parce que l'argument essentiel était que si on devait aller vers une élection d'une constituante directement, à ce moment-là, la majorité aurait été très probablement islamiste et on serait retombé exactement dans le problème de l'État théocratique. Donc, pour éviter le problème, moi j'avais proposé, les écrits sont toujours là, j'avais dit, entendons-nous pour aller vers une élection présidentielle et exigeons du président à l'avance, avant l'élection, qu'il ouvre une forme de constituante après une large concertation, mais en gardant les balises pour ne pas laisser un dérapage, parce que vous savez très bien que si on devait faire une constituante à la tunisienne, par exemple, il y aurait eu de tels affrontements à l'intérieur de l'Assemblée, et à chaque fois qu'il y a ces affrontements, ce sont les extrêmes qui gagnent, parce que chacun doit défendre avec zèle sa position. Et là, on va vers des affrontements qui nous semblaient complètement inutiles. On allait reposer des questions qui n'avaient plus de sens. Il y a ceux qui veulent faire sortir la majorité de la Constitution, ceux qui veulent faire sortir l'islam, religion d'État, de la Constitution, etc. Et donc, vous imaginez dans quel état le pays aurait été. Je pense qu'ouvrir les grands débats idéologiques à ce moment-là était extrêmement dangereux.